Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. 418-670-9098, 418-670-9098, 1-877-440-2464, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre page Facebook Marceau Soir dans l'onglet Messages. Vous nous écrivez directement là et ça apparaît tout juste sous nos yeux. Exceptionnellement, ce mardi, chronique de Christian Page, christianpage.ca, l'enquêteur du paranormal. Salut. Salut. Comment vas-tu? Ça va pas mal. Moi, je suis sur les... l'hiver finisse, par exemple, mais bon. Fais comme moi. Je me suis bourré de pilules avant de rentrer en onde, là. Tout va bien. Je ne vis plus aucune souffrance. Wouh! Tu surfes sur le souvenir de ton séjour dans le sud. Ouais. Les Caraïbes, c'est beau. L'eau turquoise, le sable blanc. Les gens sympathiques, tout souriants. Oui, écoute, c'est vrai que c'est paradisiaque, cette région-là. Ouais, tu sais, quand t'entends à Montréal ou encore à Québec, là. Dans le fond, au Québec, on est bien, là. C'est un mensonge. Oui, absolument. C'est faux. Il y a des lieux, qui sont tout à fait remarquables. Ouais. C'est bon. Puis contrairement à ce qu'on peut dire, là, j'ai pas vu de mort à terre, là. Non, c'est ça. C'est sûr que, bon, c'est pas tous des pays de république de bananes, comme certains aiment le dire. Là. Moi, je suis allé à plusieurs reprises dans les Caraïbes. Puis, écoute, la description qu'on en fait, là, le Santa Bananas d'Elvis Gratton, là, c'est pas comme ça partout dans les Caraïbes. Bon, t'es-tu un gars de char, toi? Je t'écoutais parler. En fait, il y a 2-3 choses que tu as dit là qui sont effectivement très paradoxales. Hein? Bon, dans un premier temps, il faut quand même le dire. Là, tu as fait une référence aux années 60, puis il y avait une ligne de voitures à peu près qui embarquait sur le pont Pierre-Laporte. Ouais. C'est vrai qu'une des grandes problématiques, c'est que les urbanistes des années 50 et 60 n'ont jamais vu venir l'explosion démographique des années 70. Ouais. Écoute, faut pas se le cacher, hein, il a fallu 4 millions d'années pour atteindre 1 milliard de personnes à la surface de la planète, puis il a fallu moins d'un siècle pour en avoir 7. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi, Christian, là, pour te convaincre d'embarquer dans le transport en commun? Toi qui es un gars de char. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Puis l'autre problématique, et ça c'est très paradoxal, parce que d'un côté, tu as le discours des élus qui nous disent, qui essaient de nous vanter le transport en commun, et d'un autre côté, tu as exactement exprimé ce que les compagnies de véhicules essaient de nous vendre. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir à conduire sa voiture. Ouais. On comprend, là, on n'est pas des imbéciles, on comprend que si tu prends ta voiture, tu ajoutes au fardeau routier, les bouchons, la pollution, on est tous conscients de ça. Mais les compagnies qui essaient de te vendre des voitures, eux, prennent le problème d'une autre façon. En fait, c'est même pas un problème. Ils te le présentent en disant, écoutez, cette voiture-là, c'est un plaisir de conduire cette voiture-là. Et on ne pourra pas changer ça. Il y a une histoire d'amour entre les gens et leur voiture, et ça a toujours existé. En particulier, chez les hommes, il y a un lien qui se crée avec ta voiture. Moi, là, tout le monde le sait, là, j'aime les voitures, les voitures sport. Oui. Quand j'embarque dans ma Camaro, là, j'enlève le toit, là, sacramoune. Écoute, puis je prends le volant en 2 mains, là. Tu sais, j'ai hâte que l'été revienne pour retrouver cette sensation-là. Là, tous les jours, quasiment, je regarde des photos de mes voitures en me disant « si l'été peut arriver, moi, y ressortir ». Il y a un plaisir à se retrouver derrière le volant, à conduire une voiture. Et ça, on dirait que les gens qui vantent les transports en commun semblent omettre cette dynamique-là. Mais supposons que je veux flirter avec toi, puis je veux m'assurer que tu prennes l'autobus ou encore le métro. Là. Le fait que je climatise ça en été, le fait que je chauffe ça en hiver, puis que je te mette une belle porte, là. Ça changera rien. Non, hein, c'est ça. Ça changera rien, puis effectivement, je ne peux être que comme tous les gens, insurgés par cette idée d'un abribus à 750 000 $. Écoute, ma maison coûte pas ça. Ma maison n'a pas coûté ça quand je l'ai acheté. Puis c'est une maison, là. Je veux dire, tu vas me dire, bon, c'est un condo, mais quand même, il n'a pas coûté 750 000 $. Ça se demandait à qui ça sert tout cet argent-là. S'ils veulent-tu faire travailler leur monde? Peut-être, mais 750 000 $, c'est quand même l'argent du contribuable. Absolument, c'est l'argent des contribuables. On est toujours un peu étonné de voir un peu les factures comme ça quand on les voit apparaître. Tu sais, chaque année, là, ayons pas peur des mots, disons les vraies choses. Là. Chaque année, le vérificateur, que ce soit le vérificateur là, au Québec ou que ce soit le vérificateur là, au Canada, ces gens-là,
quand il vérifie les comptes de l'État, il nous présente un peu des aberrations. C'est genre, le gouvernement a payé, je te donne des chiffres un peu aléatoires, mais il a payé 1 milliard pour des employés en informatique, puis il en a versé un autre milliard pour avoir des conseillers en informatique pour ces conseillers qui payaient déjà 1 milliard. Tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, on a tous vu des histoires d'horreur, des viaducs construits au milieu de champs, que pas de routes qui vont là, puis plein de trucs comme ça, des aberrations. Et quand le vérificateur général arrive et nous montre ça, tu sais, avec des recommandations, et c'est toujours les mêmes recommandations, c'est de dire à l'État, vous devriez faire attention à la façon dont vous dépensez les deniers publics. On hausse les épaules et on reproduit le même pattern. Si toi, moi et n'importe qui nous écoute ce soir dépensait de cette manière-là, sans jamais avoir de justificatif, puis essayez de rentrer ça dans ses rapports d'impôt. Essayez de le faire, là, par exemple. Quand vous ferez vos rapports d'impôt, là, ça s'en vient, là. Essayez comme ça de dire, moi, j'ai eu un petit 45 000 $, de dépenses, puis je le justifierai pas. Hey, vous allez vite vous retrouver en prison pour fraude fiscale. Ouais. Mais pas le gouvernement. Lui, il a le droit de faire ça. Ouais. Il y a comme des aberrations. Et je comprends qu'à un moment donné, je suis pas un anarchiste, mais à un moment donné, on comprend que ça suffit de rire des gens, tu sais. On est tous là un peu, puis on n'a pas bien choix, on est un peu menottés. Hein. L'État fait ce qu'il veut, puis nous, on ne peut que suivre cette démarche-là. Puis là, les gens disent, ouais, mais là, c'est les libéraux, ou c'est le PQ, ou c'est un tel, ou c'est un tel. Mais bon, si on recule dans la devise de la province, c'est « je me souviens ». Mais je pense que les gens ont tendance à ne pas trop se souvenir. Parce que si on regarde, par exemple, on fait sortir les chiffres ou les états du vérificateur général, que ce soit le Parti libéral qui a été au pouvoir ou que ce soit le Parti québécois qui a été au pouvoir, je pense qu'ils ont tous des squelettes dans le placard. À un moment donné, tu dis, c'est de l'argent, on a l'impression. Tu sais, il y a un principe, c'est toujours facile de dépenser l'argent des autres. Ouais. C'est exactement ce que le gouvernement fait. Si les gens qui prennent ces décisions-là étaient éventuellement tributaires de leurs propres décisions, tu disais, toi, tu vas être payé, tu vas être payé à la performance. C'est quand que tu donnes des contrats, là, toi, tu es le ministre des Transports, tu donnes des contrats, il y a des bavures, écoute, on va te couper de ton salaire, toi, de moitié. Ouais. Et que je pense que soudainement, les gars affileraient davantage le crayon puis ils se pencheraient davantage sur les offres qui leur sont présentées. Mais on ne fait pas ça parce qu'au Québec, personne n'est tributaire de rien. Et curieusement, le Québec a été bâti, depuis qu'il existe, a été bâti sur le plus bas soumissionnaire, hein? Ouais, exact. Ils ont toujours pris le plus bas soumissionnaire et curieusement, on est les citoyens les plus imposés au Canada. Voilà. À un moment donné, si tu dis, si tu payes un peu, qu'est-ce qui est mieux? De payer X pour construire une autoroute que tu devras refaire tous les 3 ans ou payer un peu plus cher un prix Y pour construire une autoroute qui va durer 10 ans? L'idéal pour un politicien, c'est que 3 ans plus tard, s'il est capable de refaire travailler la personne qui l'a aidé à sa campagne électorale, qui a contribué, le rebâtir aux 3-4 ans, c'est le fun, là. Ouais, c'est bon, ça. Hein? Du béton. On va construire de l'asphalte, du béton, ça vend, ça fait, on peut construire toute une campagne électorale là-dessus. Cher Christian, ce soir, tu me parles de fusée artisanale, un certain Mike Hughes, dont tu nous as déjà parlé. Oui, est-ce qu'il avait réussi à être dans l'espace, lui, pour nous montrer que la Terre était plate, là? Mike Hughes, surnommé Mad Mark, lui, qui, je rappelle un peu aux auditeurs, on en avait parlé l'automne dernier parce qu'il avait fait un peu la manchette. Le type en question, c'est un Américain de 61 ans qui a fait carrière, il était chauffeur de limousine, et depuis quelques années maintenant, il a adhéré à la conviction que la Terre était plate. Je sais que c'est ridicule, puis on s'étonne toujours qu'on soit en 2018 et que cette croyance de la Terre plate, croyance qu'on a l'impression qu'elle avait été abandonnée ou laissée au Moyen-Âge, pourtant, elle refait surface et de plus en plus de gens adhèrent à cette croyance que la Terre est plate. Et là, évidemment, ils trouvent tous les justificatifs nécessaires pour accuser la NASA de nous envoyer des photos de l'espace falsifiées, etc., etc. Et évidemment, toutes les agences spatiales sont toutes dans le coup. Les satellites de communication n'existent pas, la Terre est plate, etc., etc. Ce Mike Hughes, a adhéré à cette hypothèse-là. Et lui, d'ailleurs, il a déclaré la semaine dernière
que sa vision du monde était que non seulement que la NASA truquait toute la situation, mais que la NASA était à la botte finalement des francs-maçons qui, eux, auraient un intérêt, je me demande bien lequel, à nous faire croire que la Terre est plate. Parce que de toi à moi, que la Terre soit ronde, plate, carrée ou en losange, je vois pas bien ce que ça peut changer. Quoi qu'il en soit, cet Américain en question... Arrête-moi si je me trompe, Christian. Mike Hughes, c'est-tu le gars qui avait utilisé du matériel de cours à scrap pour se lancer dans l'espace? En plein lui. Eh boy! Wow. C'est en plein lui. Et donc, ce Mike Hughes arrive en disant, bon, ben là, je vais construire une fusée, et cette fusée va me permettre, bon, il montera pas très, très haut, là. Lui, il espère atteindre une hauteur à peu près de 2000 mètres, là. Puis là, à partir de cette hauteur de 2000 mètres, il veut prendre une photo pour montrer que la Terre est plate. Là, tu te dis, 2000 mètres, c'est donné beaucoup de problèmes, parce que 2000 mètres, c'est pas très haut. Et ça sera pas très évident sur ces photographies. Il n'a qu'à prendre un avion. Tu sais, les avions là, volent entre à peu près la hauteur de croisière, l'altitude de croisière d'un avion, un gros porteur, c'est à peu près entre 25 et 35 000 pieds. Et il y en a parfois qui vont monter jusqu'à 40 000 pieds. À ces altitudes-là, tu peux voir légèrement la courbure de la Terre. Les gens, évidemment, les théoriciens de la Terre plate disent non, ça c'est un trucage aussi. Ce sont les hublots des avions qui créent cet effet-là, l'effet fish eye, œil de poisson. Cet effet-là est provoqué par les hublots des avions. Ça fait toute partie de la grande conspiration. Évidemment, tu te poses la question, tu dis ouais, mais là, si cet effet de fish eye, d'œil de poisson, c'est un coup des constructeurs d'avions pour nous faire croire que la Terre est plate ou la Terre est ronde, plutôt en altitude. Pourquoi cet effet-là ne marche-t-il pas quand l'avion est sur le tarmac? Oh. Hein? On se pose la question, mais c'est un détail. Quoi qu'il en soit, notre Mark Hughes, comme tu dis, a ramassé du matériel effectivement chez les ferrailleurs, a construit une espèce de fusée artisanale, et là, évidemment, il pense, il dit, bon, ben, je vais m'envoler, je vais atteindre ces altitudes, et à partir de là, ben, je pourrai prendre des photographies. En fait, il compte atteindre, comme je te l'ai mentionné, à peu près 2000 mètres d'altitude, une vitesse d'à peu près 800 km/h, et là, il croit qu'il pourra prendre des photographies qui vont montrer que la Terre est plate. Il avait annoncé ça à l'automne dernier. Sa tentative a été remise à plus tard. Et en novembre, il a voulu se lancer dans sa fameuse fusée artisanale. Et là, voilà qu'à la dernière minute, il n'a pas obtenu les permis nécessaires. Parce que dans un premier temps, bien sûr, il n'a pas obtenu le droit de voler, parce qu'il faut dans un premier temps avoir un permis pour ça. Mais sa plus grosse problématique, c'est que sa fusée devait survoler des terres qui sont administrés par le Bureau of Land and Management. Et ce bureau-là, bien évidemment, c'est des terres de l'État. Autrement dit, tu peux aller te casser la gueule, mais pas te casser la gueule sur des terres de l'État. T'sais. Fait que là, ce Mark Hughes en question a réussi à trouver un propriétaire qui habite en banlieue, tout près du désert de Mojave, parce que c'est de là qu'il veut se lancer. Et il devait partir samedi dernier. Donc là, il avait annoncé ça, il dit « Je vais décoller le 3 février ». Et crois-le ou non, il est monté dans sa fusée, tout harnaché sur sa rampe de lancement. Écoute, c'était presque cocasse à voir. Et tout le monde s'est dit, parce qu'il faut vraiment que tu sois cinglé pour monter sur un truc pareil, là. T'es vraiment assis sur un réservoir de carburant, et tout le monde se dit, ça va éclater, cette affaire-là. Et comme notre bonhomme en question appuie sur son bouton start, il n'y a rien qui se passe. Mais rien, pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Il est débarqué. Il débarque de sa fusée, puis là, il y avait comme des journalistes qui étaient là. Il y avait un peu des curieux qui s'étaient rassemblés. Puis là, il a expliqué que ça devait être un joint quelque part qui n'avait pas fonctionné. Bref, il y a eu un petit problème technique et là, il va remettre ça à plus tard. Il n'a pas annoncé une prochaine date pour sa énième tentative, mais il nous assure que ce sera fait d'ici le printemps. Donc, un nouveau vol à prévoir pour Mad Mark. Tout ça pour démontrer que la Terre est plate. Voilà. Ouais. Mais ça fait combien d'années là, que c'est revenu, ce fameux mouvement, comme quoi la Terre est plate et pas rond? Moi, je te dirais que, ce mouvement-là, le mouvement des platistes,
il existe, il a été fondé d'ailleurs, il y a une association aux États-Unis, l'association des platistes, qui a été fondée à la fin du 19e siècle. Donc, on se retrouvait avec une véritable association, avec ses lettres de noblesse, là, qui disait, voilà, la Terre est plate, et faisait la promotion de ça. Mais jusqu'à tout récemment, et quand je dis tout récemment, là, on parle de 2 ou 3 ans à peine, là, jusqu'à tout récemment, là, il n'y avait qu'une poignée d'individus qui adhéraient à ça. Je te dirais, là, à travers tous les États-Unis, je pense que l'association de la Terre plate comptait peut-être à peine une centaine de membres. On parle sur une population de plusieurs millions. Là. L'association de la Terre plate. Voilà, l'association de la Terre plate. Et puis, depuis les 2-3 dernières années, ce nombre-là s'est multiplié. Maintenant, l'association des platistes, puis là, on parle de ceux qui ont une carte de membre officielle, là. Ouais. Ces platistes-là sont plus maintenant de 4000 à avoir adhéré à cette association. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui appartiennent dans les médias. Il y a, je pense, un joueur de basket dont le nom m'échappe, mais qui a avoué il y a quelques semaines que lui croyait effectivement que la Terre était plate. Alors, quand tu as des personnalités, que ce soit du monde artistique, du monde du sport, du monde de la politique, qui adhèrent à des idées aussi farfelues, pour beaucoup de gens, ça devient un peu une espèce de pas un sauve-conduit, mais presque une invitation à adhérer à des croyances aussi farfelues que ça. Fait que c'est un peu triste, et surtout quand on sait que, quand tu regardes, si la Terre était plate, quand il y a une éclipse lunaire, donc que la Terre se place entre la Lune et le Soleil, on devrait voir une sorte de barre sur la Lune. Tu comprends? Si la Terre est plate, on devrait voir une espèce de plateau apparaître sur la Lune. C'est un bon questionnement, ça. Le disque, la Terre se cache complètement la Lune. Fait que là, évidemment, tu dis, mais ça peut être deux feuilles de papier qui se regardent, la Lune et la Terre. Là, tu te dis, c'est drôlement fait quand même. Et pourquoi la Terre serait-elle plate alors que tous les corps astraux sont des sphères? Qu'est-ce qui fait que dans l'univers, la Terre est devenue plate alors que tout ce qui existe dans l'univers, c'est des boules? Il y a Carl qui te demande sur le live pourquoi Mike Hughes ne saute pas en parachute. Ouais, on s'est posé aussi cette question-là. Parce que toi, tu me parles de 2000 mètres, ça veut dire c'est 6000 pieds, ça? À peu près. Avec un Cessna, tu peux monter à pas plus qu'une demi-heure, par exemple, mais avec un Cessna, tu peux monter à 10 000 pieds. Oui. C'est tout à fait fondé, là, ce questionnement-là. On se dit, écoute, il se fait... C'est un petit peu bizarre. Pourquoi construire cette fusée-là, monter là-dessus? Puis évidemment, on se doute bien que ça risque de lui sauter. C'est un pétard qui va lui sauter au visage. Pourquoi ne pas simplement arriver puis dire... Et là, il a quand même investi là, pour construire cette fameuse fusée. Évidemment, il a investi des sous. Là, ça s'est pas fait comme ça. Là, là. Alors là, tu te dis, on parle d'ailleurs pour la construction de la fusée elle-même, lui a coûté grosso modo 20 000 $. Pour 20 000 $, là, tu loues un Cessna l'après-midi, puis tu montes à quelques milliers de pieds, puis tu prends les photos que tu veux. Ouais. Il y a comme une invraisemblance, mais je pense que... Est-ce qu'il ramasse des sous? Est-ce qu'il ramasse des fonds? Des fois, ça peut être une arnaque, là. Ouais, voilà. Jusqu'à maintenant, jusqu'à sa dernière tentative, celle de samedi dernier, il avait plutôt été cavalier seul. Hein, c'est-à-dire qu'il avait prétendu, je vais faire cette fusée-là, je vais la construire, et il avait fait ça de façon un peu individualiste. Mais voilà que depuis la promotion de son histoire à travers les médias américains, évidemment, ça a suscité de l'intérêt et il a reçu quelques milliers de dollars de gens qui l'appuient, dont notamment la Société des platistes, mais également quelques gens là, du public en général qui lui ont fait des dons pour financer son expérience. Évidemment, j'ai un parachute, payer un ticket pour qu'il aille à Puerto Vallarta, je sais pas, faire quelque chose, monte d'un avion, on va sur une plage, on le sait, il y a certaines régions du monde, je pense notamment quand tu es quelque part sur la côte d'Espagne, tu regardes vers le sud, tu peux voir, évidemment je parle de la côte est de l'Espagne, là, à peu près vis-à-vis les Açores, et quand tu regardes vers la mer, tu vois légèrement la courbure de la Terre. Il y a certaines régions du monde comme ça qui permettent, là, par beau temps, de voir. Évidemment, c'est pas très marqué parce que du niveau du sol, évidemment, la courbure de la Terre, on la voit pas beaucoup, mais il y a certains endroits du monde où on peut la voir légèrement.
Tu sais, paye-toi un voyage, va en Espagne, va aux Açores, fais quelque chose, tu sais, mec, mais là, tabarnouche, tu sais. Prochain sujet, Christian, là, tu vas intéresser Raphaël, parce que Raphaël, c'est une gameuse. Yes. Ouais. Là, tu nous parles de chasseurs de monstres et tu leur demandes d'amener leurs arbalètes. Ouais, exactement. Parce que là, écoute, on est dedans, là. En fait, c'est un concours qui a été lancé ces derniers jours par la compagnie Capcom. Donc, oui. Capcom, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un géant du jeu. Il a fait des jeux qui ont été excessivement populaires, là. Je pense à Mega Man, Street Fighter, Resident Evil. Tous ces jeux-là ont été faits par Capcom. Et là, ils viennent de lancer un nouveau jeu qui s'appelle Monster Hunter World. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, le jeu est en vente depuis à peine une semaine et demie, et ils ont déjà vendu 7 millions d'exemplaires du jeu en question. Donc, tu vois, c'est un très gros succès. Et pour coïncider avec le lancement de ce jeu-là, et bien sûr, pour intéresser, faire un peu de promotion, la compagnie a proposé en tout cas, elle offre 70 000 $ américains, donc à peu près 85 000 $ canadiens, à quiconque pourra apporter une preuve irréfutable de l'existence d'un monstre. Mais là, évidemment, il va pas là, tout azimut, n'importe quel monstre, là. Ils ont dressé une liste de 10 monstres qui font partie un peu de la culture populaire, qu'on retrouve dans des ouvrages qui se consacrent au paranormal et à la cryptozoologie, puisque la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux inconnus de la science. Donc, le Bigfoot, le Sasquatch, le Yeti, le monstre du Loch Ness, ce sont les super vedettes de la cryptozoologie. Donc, on a fouillé là-dedans. On nous a sorti une liste d'une dizaine de monstres. Je t'en nomme quelques-uns. Évidemment, il y a le Bigfoot, il y a Nessie, il y a les sirènes, le Chupacabra, le Yowie, qui est une espèce de Sasquatch, mais qu'on retrouve en Australie. Donc, on nous a dressé comme ça une liste de 10 monstres. Et là, on a dit, quiconque va apporter la preuve de cet animal-là, ou de ces créatures, évidemment, cette preuve sera jugée. On a même choisi un juge, un type qui s'appelle Jonathan Dawes, qui est un cryptozoologue britannique. Il a d'ailleurs fondé la Société fortéenne de zoologie en Grande-Bretagne. Donc, il est un spécialiste des bébites inconnues de la science. Et c'est ce Jonathan Dawes qui va s'assurer que la preuve répond aux critères exigés par Capcom. Et si c'est le cas, bien évidemment, celui qui aura apporté la preuve en question recevra la coquette somme de 85 000 $. Mais il y a un petit hic là-dedans, c'est qu'il faut quand même faire vite parce que le concours n'est valable que jusqu'au 30 juin 2018. Donc, ce qui donne pas beaucoup, là. Ce qui ne donne pas beaucoup de temps, là. Il nous reste à peu près 5 mois pour essayer de dénicher le monstre en question. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont l'âme de chasseur, écoutez, c'est le temps de sortir vos arbalètes et de partir en chasse et, qui sait, peut-être empocher le 85 000 $ en question. Le fameux Chupacabra, là, c'est l'homme lézard de l'Amérique latine, c'est ça? C'est à peu près ça. Tu dis homme lézard, c'est plus compliqué que ça. En fait, la description, ce serait plutôt une espèce de gargouille qui a des pics dans le dos et qui effectivement se retrouve, quand tu dis en fait, elle est née, c'est une créature qu'on retrouve dans la culture populaire de tous les pays hispanophones d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, incluant et évidemment le Mexique. Et ça fait partie, c'est un peu comme une créature genre notre bonhomme 7 heures, mais c'est vrai qu'il y a eu un soudain une sorte de médiatisation énorme autour de cette créature depuis le milieu des années 1990, lorsque l'un de ces chupacabras se serait attaqué, parce que chupacabra, qui veut dire en français le suceur de chèvre. Wow! Elle n'a pas confondre avec certains. OK. Évidemment, ça peut porter à confusion. Alors, Chupacabra, qui veut dire le suceur de chèvre, se serait attaqué à du bétail dans l'île de Porto Rico au milieu des années 90. Et ça a fait un gros tapage médiatique parce que l'un des maires d'une des villes où les incidents s'étaient produits, à Canovanas, le maire de la ville, écoute, avait fait une conférence de presse pour parler de ça. Il avait même lui-même participé à des chasses pour essayer de débusquer le mystérieux Chupacabra.
Et là, on avait toutes sortes d'images, de dessins qui circulaient dans la presse. On voyait cette créature qui ressemblait à une espèce de gargouille, comme tu dis, un peu lézard, mais en même temps un peu kangourou. C'est un peu étrange. Et là, c'est assez curieux parce que ce chupacabra a eu une sorte de mutation, hein, c'est-à-dire qu'on le retrouvait dans les pays hispanophones sous cette description un peu kangourou-lézard. Et voilà qu'à partir des années 2000, on s'est mis à observer dans le sud du Texas des espèces de chiens errants, mais qui étaient un peu bizarres. Une espèce de mâchoire très allongée, les oreilles un peu plus rondes que les coyotes normaux. Et il y avait, ces animaux-là étaient surtout sans poils. Et là, soudain, on s'est mis à dire, c'est le chupacabra. Fait que là, dans le fond, à toi de choisir. Préfères-tu le kangourou lézard chupacabra ou le chien bizarroïde chupacabra? À toi de choisir. Mais quoi qu'il en soit, dans le cas des chiens bizarroïdes du sud des États-Unis, il y a quand même quelques-uns de... Là, on n'était pas en présence d'un mythe, on était réellement en présence d'animaux bel et bien réels. Ils ont été photographiés, ils ont été filmés, notamment un film très célèbre où une voiture de la police des routes en suit un sur le bord d'un petit chemin de terre et l'animal en question trotte littéralement devant la voiture de police qui le filme pendant quelques instants avant que l'animal bifurque et s'enfuit dans les champs. Finalement, on a réussi à en tuer de ces animaux sans poils, des espèces de chiens sans poils, et effectivement, ils ont une morphologie étrange, et les analyses ADN montrent qu'on serait bel et bien en présence d'une nouvelle race, pas un animal exotique, bizarroïde, venu de nulle part, mais on serait ici en présence d'animaux, en fait des hybrides entre des loups mexicains et des coyotes américains. Donc, un mélange de ces deux animaux-là, une sorte d'hybridation qui aurait donné naissance à ces espèces de chiens sans poils, un peu bizarres. Et là, quant à l'espèce sans poils, on se demande si c'est vraiment un gène récessif qui fait que l'animal n'a pas de poils, ou dans d'autres cas, il pourrait être atteint de la gale du chien, une maladie très répandue chez les canidés, où l'animal perd ses poils. Donc, tout ça fait partie du grand mythe du chupacabra, et je crois pas que ce chien bizarroïde du sud du Texas sera considéré comme une preuve qui te permettra d'avoir le 85 000 $, mon pauvre Yannick. Donc, il faudra repenser à autre chose. Ah, c'est pas grave. Un jour, qui sait, peut-être. Hey, maintenant, dans la chronique de l'enquêteur du paranormal, christianpage.ca, tu nous offres des jobs. Ben oui. C'est le fun, ça. Raph? Oui, c'est ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. J'écoute. Recycler un peu, là, parce que là, il faut faire quelque chose. En fait, il y a quelques jours, le père Pat Collins, qui est un exorciste de l'Église catholique d'Irlande, a lâché un véritable cri du cœur aux médias irlandais en disant « On n'a pas assez d'exorcistes dans le pays pour répondre à la demande. » Et là, bien évidemment, il demande à gauche et à droite qu'on forme des nouveaux exorcistes. En fait, il s'adresse directement à l'Église catholique pour qu'on fasse des exorcismes. Où il va même plus loin, il dit même qu'il est prêt, lui, à offrir des cours, évidemment moyennant quelques deniers, bien sûr, mais il est prêt à offrir des cours pour former des laïcs, donc des gens du public, à une formation d'exorcistes. Donc, on aurait des exorcistes laïcs qui travailleraient de concert avec les prêtres exorcistes catholiques irlandais. Parce qu'effectivement, l'Irlande semble être devenue un foyer d'explosion, de possession diabolique. Et ce qui est un peu surprenant dans cette histoire-là, ben, tu comprendras que l'Église elle-même dit, si on se réfère par exemple parce qu'il y a eu une refonte un peu du code religieux, en fait du rituel de l'exorcisme sous Jean-Paul II, et l'un des ajouts qu'on avait fait dans cette refonte du rituel, c'est de dire lorsqu'une personne se présente et dit qu'il est possédé par le diable, l'Église, avant de procéder à un exorcisme, doit envoyer cet individu-là consulter des médecins spécialistes en maladies mentales, psychologues, psychiatres, et ce n'est que sur la foi de ces rapports médicaux que le prêtre pourra éventuellement recommander un exorcisme si effectivement il n'y a pas de médicaments ou il n'y a pas de moyens thérapeutiques à travers la médecine conventionnelle. Et là, lui, notre père en question, le père Collins, lui dit non, il faut pas faire ça parce que bien souvent, lorsque les gens disent qu'ils sont possédés, si on les renvoie chez les psychologues ou les psychiatres, les médecins ne veulent pas s'intéresser à leur cas, jugeant que ces gens-là sont simplement un peu fêlés de la casserole.
Et là, il se retrouve soudainement entre les mains d'associations de pseudo-experts paranormaux. Et bref, ces gens-là n'ont pas le support, finalement, spirituel dont ils réclament. Alors, c'est pourquoi l'Église doit être ouverte davantage au rituel de l'exorcisme. Et le père Pat Collins invite tous les gens à s'inscrire, à faire pression pour que, éventuellement, il puisse offrir ce fameux cours d'exorcisme et que ces gens-là puissent travailler de concert avec les exorcistes de l'Église. Comment ça paye? Paye du cash? Je ne sais pas, on ne nous mentionne pas ici le salaire, mais il y a toujours la récompense d'avoir apporté un secours spirituel. Ouais, mais tu me mentionnais que pour les exorcismes, pour ceux qui sont sérieux là-dedans, ça fait drôle à dire, là, mais ils doivent absolument faire consulter le patient avant, là. Exemple, un psychiatre et tout ça. Oui. Okay. Ouais. Parce qu'avant la refonte sous Jean-Paul II de ce rituel d'exorcisme, faut dire qu'il était dû, parce que le rituel avait été écrit en 1608. Okay. Donc, il n'y avait eu aucune mise à jour du rituel depuis le début du 17e siècle. Et là, voilà que sous Jean-Paul II, on s'est dit, là, évidemment, dans le rituel écrit en 1608, il y avait tous les signes cliniques de la possession diabolique. Le possédé doit faire ceci, doit faire cela, il doit faire preuve d'une force extraordinaire, doit être capable de lire la pensée ou de dire des choses, faire des prémonitions ou des trucs semblables. Il doit parler une langue qu'il ne connaît pas. Donc, on avait tous les symptômes cliniques. Et là, évidemment, à partir de Jean-Paul II, on a pris ce rituel-là, on l'a regardé, on y a fait quelques ajouts, on l'a modernisé. Et parmi les éléments de modernisation du rituel, c'est de dire, avant de conclure qu'un individu est possédé par le diable, tous ceux qui disent être possédés ne sont pas forcément possédés. Alors, il faudrait qu'ils fassent un petit tour avant chez un psychologue ou un psychiatre pour voir quels sont, s'il n'y a pas un trouble mental qui est sous-jacent. Ce qui est un bon réflexe à avoir. Je pense que oui. Je pense que c'était un ajout qui était tout à fait nécessaire et essentiel. Mais bon, évidemment, beaucoup de prêtres, des vieux conservateurs, évidemment, allaient à l'encontre de ça. Écoute, je te raconte une anecdote. À un moment donné, j'étais à Rome et je travaille sur la série des crimes occultes qui était diffusée à Canal D. Et j'ai une entrevue avec Dom Gabriel Amorth. Dom Gabriel Amorth, c'était le prêtre exorciste, il est décédé 2 ou 3 ans. Et c'était le prêtre exorciste en chef du Vatican. Donc lui, dans sa carrière d'exorciste, il avait été nommé exorciste en chef de la Cité du Vatican aux alentours de 1984 ou 85, et jusqu'à son décès qui date de l'an dernier ou il y a 2 ans, il dit qu'il a fait quelque chose comme entre 100 000 et 200 000 exorcismes. Donc ça en fait quand même beaucoup. Je l'avais calculé à un moment donné, ça faisait 3 exorcismes par jour. Donc Dom Gabriel Amorth ne chômait pas. Et quand j'ai fait l'entrevue avec lui, j'ai posé la question, j'ai dit, oui, mais là, vous savez que depuis, il n'était pas tout à fait d'accord avec la refonte du rituel. Et je lui ai dit, vous savez, depuis Jean-Paul II, maintenant, quand quelqu'un dit qu'il est possédé, avant de procéder à l'exorcisme, on doit l'envoyer chez un psychologue ou un psychiatre. Vous en pensez quoi? Et donc, Gabriel Amorth de me répondre, il dit, faut pas faire, il dit, on peut faire ça, mais prenons pas de chance. Quand quelqu'un dit qu'il est possédé, écoute, exorcise-le tout de suite. Puis si finalement c'est rien qu'une maladie mentale, ça, il fera pas de tort. C'est l'expression de mieux vaut prévenir que guérir. Puis tu sais, quand tu dis... L'exorciste en premier, puis merci, bonsoir. Quand tu dis que le patient, je sais pas si eux autres ils appellent ça des patients ou l'exorciser, là, quand tu dis qu'il doit... Le posséder, tiens. Quand tu dis qu'il doit utiliser une langue qu'il ne connaît pas, est-ce que c'est une langue que le cerveau invente ou exemple, la personne parle... Non, c'est un phénomène qu'on appelle la xénoglossie. La xénoglossie, c'est de parler une langue connue, vivante ou morte, parce qu'il y a certaines langues qui sont des langues mortes. L'araméen, par exemple, la langue que parlait Jésus de son vivant n'existe plus aujourd'hui, mais c'est une langue connue. Et il y a des textes qui ont été écrits en araméen. Donc, c'est une langue morte, mais une langue connue. Quand on parle de xénoglossie, c'est donc quelqu'un qui est capable de parler une langue qu'il n'a jamais apprise. Et donc, c'est dans le rituel un des symptômes cliniques de l'exorcisme, c'est de parler cette langue inconnue. Inutile de dire que quand on regarde, il y a 7 ou 8 symptômes cliniques que le possédé doit présenter, et il doit avoir ces symptômes de manière concomitante. C'est-à-dire pas un seul, mais tous les symptômes à la fois. Et ce n'est que sur la foi de l'ensemble de tous ces symptômes que le prêtre, et en fait, c'est l'évêque qui va prendre cette décision, va recommander un exorcisme. Inutile de dire qu'à ce jour, on ne connaît aucun cas
où une personne a présenté tous les symptômes en même temps. OK. Donc, effectivement, quand on regarde, mais c'est vrai aussi que c'est très difficile parce qu'il faut bien comprendre que le rituel de l'exorcisme, c'est une sorte de célébration liturgique. C'est-à-dire que ça se passe entre le fidèle qui se dit possédé et le prêtre. Il y a pas les journalistes sont pas invités là, il n'y a pas un comité scientifique qui va aller là non plus. C'est vraiment une sorte de communion entre le prêtre et le fidèle qui est possédé par le diable. Alors, il y a très peu de choses qui ont filtré de ces supposés rituels d'exorcisme, mais dans les quelques cas où on a pu obtenir de la documentation, et en particulier un cas dans les années 70 d'une jeune Allemande qui est décédée à l'issue de ce rituel d'exorcisme, ce qui, malheureusement, a permis à la presse, aux journalistes et à la communauté scientifique d'avoir accès aux documents du rituel. Dans les quelques cas qui ont été documentés, jamais un possédé n'a présenté l'ensemble de ces symptômes. Okay. Parfois, il pouvait présenter 1 ou 2 symptômes, mais ce sont souvent des symptômes qui s'expliquent sans avoir à faire intervenir le diable. Hein? Par exemple, quelqu'un qui va faire preuve d'une force physique énorme ou qui va se tordre, par exemple, sous l'effet du diable. Mais on connaît des symptômes, par exemple, l'épilepsie dite le grand mal va faire que le patient va se tordre et il peut se plier tellement que sa tête va aller toucher à ses chevilles. Il n'y a pas à ses chevilles, mais à ses talons. Hein, tu peux imaginer l'arc du corps à ce moment-là. Et dans une situation comme ça, bien évidemment, les personnes sont très surprises de voir une telle entre guillemets, performance ou torsion du corps, qu'évidemment, ils vont croire à la possession diabolique, mais il y a des phénomènes clairement identifiés qui peuvent répondre à certains symptômes. Hein, des symptômes comme la maladie de la Tourette, par exemple, le syndrome de la Tourette, où des gens vont lancer des obscénités, soudainement comme ça. Ils parlent au milieu d'une conversation et hop, ils se mettent à lancer des obscénités. C'est un désordre psychiatrique. Là, je me lancerai pas trop dans les explications puis dans les termes parce que je suis pas moi-même un médecin dans cette voie-là, mais ce sont des symptômes cliniques qui sont bien identifiés par les spécialistes de la maladie mentale et qui n'ont rien à voir avec le diable. Mais ces symptômes-là, souvent, sont associés à des cas de possession et peuvent être confondus aux symptômes cliniques que l'Église exige, en tout cas demande d'être observé chez un patient ou un fidèle qui se dit possédé. J'aurais aimé ça être possédé, ça m'aurait peut-être permis d'améliorer mon anglais plus rapidement. Avec la célèbre phrase du film L'Exorciste, « La truie est à moi! » Maintenant, tu nous parles de National Geographic qui a annoncé qu'une équipe d'archéologues avait fait une découverte absolument formidable. Oui, et là, on voit à quel point parfois la science peut être mise au service de la connaissance et de la découverte. Et là, il y a quelques jours, le National Geographic a annoncé qu'une équipe d'archéologues dont eux financent en partie les travaux et qui se trouvent en ce moment dans une région qui est à la frontière du Mexique et du Belize, ont découvert une véritable mégapole maya. On ne parle pas d'une cité maya, une simple cité, mais vraiment une mégapole. Écoute, les chiffres sont étonnants. Hein? On parle ici d'une cité qui a des dimensions là qui couvrent à peu près 2000 km². On nous dit qu'il y a la cité en question comptait à l'époque 60 000 bâtiments. Ici, on parle de maisons, de palais, de pyramides. Elle pouvait accueillir environ 10 millions d'habitants. Donc, tu t'imagines là, le complexe en question. Et tout ça a été rendu possible en mettant en pratique plusieurs technologies de pointe. C'est-à-dire qu'on a utilisé, bien sûr, l'imagerie satellite, mais aussi on a utilisé, par exemple, de la télémétrie par ondes lumineuses, un mécanisme qu'on appelle le LIDAR. On a utilisé des drones, le balayage laser, des capteurs thermiques, et de la photogrammétrie. Donc, tous ces éléments-là ensemble, utilisés par différents moyens et techniques, ont permis, en fait, de survoler cette région, une région, comme je l'ai mentionné, qui se trouve là, à la frontière du Mexique et du Belize. En fait, c'est une région qui s'appelle El Petén, et c'est là qu'on a découvert, en fait, cette cité-là qui dort, finalement, depuis 1300 ans sous la jungle, hein, parce qu'il faut bien comprendre que du vue du ciel, on ne voit qu'une forêt qui nous semble être une forêt vierge, et sans compter, bien sûr, que tous ces bâtiments-là sont recouverts d'une forte végétation, mais on sait maintenant que sous cette végétation, il y a une cité qui dort, plus importante encore que ne l'est, je ne sais pas si tu as visité le Mexique. Oui.
Est-ce que tu as eu la chance d'aller visiter, par exemple, les gens qui nous écoutent et qui ont fréquenté, par exemple, soit Cancun ou Riviera Maya? On organise depuis les complexes hôteliers des voyages vers Chichen Itza. Et Chichen Itza, c'était une des capitales de l'ancien empire Maya qui était construit aux alentours de l'an 700 et qui a été abandonné vers l'an 900. Et c'est une immense cité, c'est gigantesque Chichen Itza et c'est magnifique, là. Si des gens vont au Mexique et se demandent si ça vaut le coup de se payer, de s'offrir 3 heures de route en autobus dans la jungle pour aller voir Chichen Itza, n'hésitez pas, la réponse c'est oui. Mais la cité dont je te parle, Yannick, est encore plus imposante que ne l'est Chichen Itza. Et les scientifiques mettront des décennies à compiler l'ensemble des données obtenues par cette première exploration. Mais bien sûr, on compte très prochainement envoyer des archéologues sur place en utilisant la bonne technique du pic et de la pelle pour essayer de voir qu'est-ce qui se cache en dessous de cette végétation. Et ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'en utilisant les mêmes techniques, il y a déjà une cité maya qui est bien connue, qui s'appelle la cité de Tikal. Et là, voilà qu'en utilisant les mêmes techniques, on s'est aperçu que, au-delà de la cité connue, il y avait d'autres monticules, en particulier un très gros monticule qui était tout près de Tikal et que l'on croyait être une simple colline dans la forêt. Ben, les techniques utilisées pour trouver cette grande cité ont été utilisées à cet endroit-là également et on a mis à jour, en fait, on a découvert que cette colline-là dissimule une immense pyramide. Donc, le complexe de Tikal, que peut-être des auditeurs ont visité et qui nous écoutent ce soir, ben, ce complexe-là est en fait beaucoup plus grand qu'on l'avait imaginé. La forêt dissimule encore certains trésors archéologiques. Et moi, je me rappelle, à un moment donné, alors que je me trouvais en Amérique centrale, au Mexique, au Yucatan, je me suis retrouvé à un moment donné dans la ville de Palenque, et qui est en fait dans une province qu'on appelle le Chiapas. Et alors que j'étais à Palenque, il y avait des archéologues qui étaient là, et je discutais avec eux. À un moment donné, on est monté sur une pyramide. Et je me rappelle, Yannick, on voyait dans la jungle s'étendait devant nous, et on voyait des collines dans la jungle. Et un des archéologues me dit, qui sait, peut-être chacune de ces collines dissimule des sens. Et ça m'avait impressionné quand il m'avait dit ça, parce qu'évidemment, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens parce que tu comprends que ces endroits-là sont riches sur le plan archéologique. Et le ministère de la Culture, par exemple au Mexique, l'argent qu'il injecte dans la culture pour la préservation des sites, ben, ne sert qu'à entretenir les sites et il ne reste pas beaucoup de sous pour aller faire de la recherche ailleurs autre que d'entretenir les sites déjà mis à jour. Donc finalement, les recherches ne progressent pas beaucoup et il faut compter sur l'injection de capitaux étrangers. C'est un peu grâce à ça, donc à des sommes d'argent allouées par le National Geographic qui a permis que cette découverte soit rendue possible. Il y a 2 semaines, juste avant que je parte en vacances, tu nous avais fait une chronique où tu m'avais parlé d'une pyramide dans laquelle on avait découvert une chambre d'air et on soupçonnait qu'il y avait peut-être quelque chose dans cette fameuse chambre d'air-là. Tu nous avais tu nous avais donné de l'information concernant, on va peut-être creuser un petit trou puis réussir à filmer ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'avais soulevé ta colère quand je te dis, pourquoi ils font pas un gros trou pour aller voir ce qu'il y a là? Ouais, c'est ça. Tu m'as dit, tu vas déclencher une guerre mondiale. Est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Non, en fait, ce dont tu parles, c'est dans un projet qui s'appelle le projet Scan Pyramide. Donc, on a passé des grands monuments de l'Égypte antique à travers une espèce de radiographie. C'est pas tout à fait de la radiographie, mais ça s'y rattache, ou c'est quand même assez proche. Donc, on a radiographie, on a passé ces grands monuments au rayon X. Et l'un de ces monuments, c'est la grande pyramide de Khufu, qui se trouve en banlieue du Caire, donc la grande pyramide. Et en passant cette construction à cette radiographie, on a découvert au-dessus de la grande galerie, parce que pour les gens qui ont peut-être visité la grande pyramide, quand on entre, il y a comme le corridor, un corridor qui monte, un corridor qui descend. Celui qui descend amène à la chambre de la reine et celui qui monte amène à la chambre du roi. Donc c'est une très grande galerie et on a découvert au-dessus de cette galerie qu'il y avait un grand espace vide. Et au départ, les historiens, les archéologues se sont dit peut-être que les Égyptiens ont laissé cet espace vide pour alléger le poids des blocs sur la grande galerie. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des architectes sont d'avis que les Égyptiens avaient des techniques de construction qui nécessitaient pas d'alléger le poids des blocs de cette manière. Donc cette chambre, elle a visiblement été faite à dessein. Donc c'est un grand espace
qui mesure si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 200 mètres de long, un truc, c'est quand même c'est une cavité, un espace très important. Alors, l'idée, c'est de percer un petit trou, comme tu le mentionnais, à peu près de la taille d'une pièce de 10 sous. On veut faire entrer un tube jusque dans cette pièce, et là, on va envoyer à travers ce petit tube une caméra qui sera attachée à un ballon, qui va se gonfler une fois à l'intérieur et qui, un peu comme un drone, va se déplacer à l'intérieur de l'espace vide pour filmer ce qu'il y a à l'intérieur. Et une fois que ça sera fait, cette caméra va retourner dans le tube, et le ballon sera dégonflé et on va retirer le tout et récupérer les images de la caméra pour voir ce que ça contient. Évidemment, il y aura des moniteurs qui feront également qui feront une retransmission directe de ce que la caméra voit. Et à partir de ce que l'on aura vu à ce moment-là, ça justifiera ou non l'idée de percer un trou plus important pour faire des recherches plus subséquentes. Mais tu comprends, ici, tu parles du monument le plus emblématique de toute l'Égypte antique. On parle ici de la grande pyramide de Khufu, là. C'est l'un des moteurs les plus importants de l'économie du pays, cette visite aux pyramides. Et bien sûr, avant d'entreprendre une démarche qui endommagerait de manière importante le monument, on essaie d'y aller vers les méthodes les moins invasives possibles. Et l'idée de ce petit trou et l'envoi de caméras semble tout à fait acceptable à la fois pour les archéologues et les chercheurs que par le département des antiquités égyptiennes. Évidemment, cette caméra, au moment où on se parle, elle n'existe pas. Ouais. On est en train de la construire. En tout cas, il y a des gens qui planchent là-dessus au Centre national de la recherche scientifique, notamment en France. Ce sont eux, parce que le projet Scan Pyramide, il faut savoir que c'est une initiative de plusieurs pays, mais que le maître d'œuvre du projet, c'est d'abord une équipe française. Donc, évidemment, on va favoriser des chercheurs français. Et cette petite caméra, donc, on est en train de plancher là-dessus pour essayer de la développer. Et on croit que d'ici la fin de l'année 2018, la caméra et son petit ballon transporteur sera complété et qu'on pourra à ce moment-là procéder aux essais si, bien sûr, on obtient le feu vert du département des antiquités égyptiennes. Christian, c'est toujours un plaisir de te parler. Un gros merci. Hey, écoute, tu me permets de rappeler simplement à tes auditeurs que c'est le 24 février à l'Université Laval que je tiens ma conférence « Les grandes énigmes de l'histoire » et que les gens intéressés peuvent trouver toute l'information sur ma page, le christianpage.ca. Excellent. Merci beaucoup. Puis tu vas être avec nous la journée d'avant. C'est bien ça? En plein ça. Merci beaucoup. OK. Salut, bonne soirée. Bye bye. Christian Page, l'enquêteur du paranormal. 8h53, courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X.